Profession, chasseur de people, ces stars qui font l'actualité. Prédateurs sans scrupules pour les uns, journalistes d'investigation pour les autres. Sans les paparazzi, la presse à sensation n'existerait pas. Ils sont une quinzaine en France. Franck est l'un des meilleurs. Un de ses plus gros scoops, les premières images de la liaison entre Lady Di et Dodi Al-Fayed. Des images qui ont fait le tour du monde. Franck a accepté d'être suivi, mais pas de montrer son visage. Si je ne montre pas mon visage, c'est pas parce que j'ai honte, c'est seulement parce que la majeure partie de notre travail se base sur la discrétion. Donc on ne peut pas être discret en ayant des gens qui nous reconnaissent. Toby et Trevor sont britanniques. Ils travaillent pour l'une des plus grandes agences de paparazzi de Londres. Des vedettes de la télévision à Madonna, la chasse aux stars dans les quartiers chics est leur quotidien. Et ils n'hésitent pas à monter de toutes pièces des histoires d'amour fictives avec la complicité des stars qu'ils photographient. Very good. Très bien. Pascal Rostin, lui, traque les grands de ce monde. Sa passion, les secrets de la République. Il a notamment enquêté pendant de longs mois avant de révéler au public l'existence de Mazarine, la fille cachée de François Mitterrand. Pascal est passé maître dans l'art de se faufiler dans les endroits interdits aux journalistes. C'est un jeu, on est des enfants, on a oublié de grandir. On joue au chat et à la souris, aux gendarmes et aux voleurs. Casablanca, au Maroc. Franck est un paparazzi, un chasseur d'images. Il est venu ici pour tenter de photographier un homme, Thierry Roussel. Un nom peu connu, mais pourtant Thierry Roussel est le père de l'héritière la plus riche du monde, Atina Onassis. Atina se marie demain à Sao Paulo, au Brésil. Mais son père n'assistera pas à la cérémonie. Il serait ici, quelque part à Casablanca. En le photographiant, Franck veut démontrer qu'une nouvelle épreuve secoue la famille Onassis. J'ai déjà une équipe qui est sur place à Sao Paulo en essayant de récolter le maximum d'informations et de photos du mariage. Moi, j'essaie de faire le pendant, le parallèle. Pendant que sa fille se marie, le mec, il est à Casablanca en vacances avec sa femme et ses autres enfants, ou tout seul, et puis voilà. La fortune et les tourments de la dynastie Onassis fascinent depuis près de 50 ans. Aristote, le grand-père, milliardaire et séducteur, tombeur de Jackie Kennedy. Sa fille Christina, dépressive, décédée prématurément alors qu'Atina n'a que 4 ans. Et aujourd'hui, un père qui ne partage pas son bonheur, les ingrédients parfaits pour un sujet vendeur. Ça peut intéresser Match, ça peut intéresser Gala. À mon avis, c'est dans un de ces deux titres que le reportage va se retrouver. Problème, Franck n'a aucune idée de l'endroit où se trouve Thierry Roussel. Il sait simplement que l'homme devrait se rendre à l'aéroport ce soir pour accueillir son épouse. Pour le reste, Franck s'en remet à sa bonne étoile. C'est déjà plus de 50% de chance dans ce métier. Le gars qui est poissard, faut qu'il oublie, c'est pas la peine qu'il espère faire quelque chose dans ce boulot. Direction l'aéroport. Franck va se mettre en planque devant le hall des arrivées. Pour prendre sa photo sans se faire repérer, il doit stationner sa voiture juste devant le terminal. C'est interdit, la police est là, mais Franck ne va pas s'embarrasser du règlement. Il glisse un billet de 100 dirhams, l'équivalent de 10 €, dans la main du policier. Très gentil, merci. Merci Très gentil, merci. Ouais, alors, ils donc, arrivent, vous pouvez entrer là-bas et vous pouvez entrer. Au salon? Oui, salon. Non, pas au salon, à l'intérieur. Ouais, mais bon, je vais attendre dehors, il fait frais, c'est bon. Merci beaucoup, très gentil. Merci. Merci beaucoup. C'est de la corruption de fonctionnaires que vous venez de faire là? Non, c'est juste pour le... C'est un bon mec, il est sympa, il nous a fait nous garer et tout. Grâce à son bac chiche, Franck est stationné à l'endroit idéal, juste en face de la sortie. Dissimulé derrière un rideau de fortune, il se met en position, prêt à déclencher son appareil. J'ai l'impression de planquer dans du smart. Soudain, un homme au long manteau fait son apparition. C'est bien le père d'Atina Onassis. Les informations de Franck sont donc exactes. Thierry Roussel n'est pas au Brésil au mariage de sa fille, mais ici, à Casablanca. Je suis pas venu ici pour faire des photos de nuit. Franck préférerait photographier Roussel en plein jour, mais il déclenche quand même par sécurité, au cas où il perdrait sa trace. D'ailleurs, quelques secondes plus tard, les choses se compliquent. Des voitures viennent se garer devant lui. Oh non,
C'est pas vrai, on n'a rien fait au bon Dieu là, pour qu'il nous punisse comme ça là. Il y en a une autre. Oh non. Je rêve. Oh non mais j'ai même le mec maintenant là. Il va arrêter de raconter sa vie, il va se tirer vite lui. Franck n'a plus aucune visibilité. Et c'est précisément à ce moment-là que Thierry Roussel et sa famille quittent l'aéroport. Ah putain, mais c'est pas vrai ça. Mais c'est pas vrai. J'ai rien fait moi. La famille s'éloigne à bord d'un 4x4 noir. Si Franck les perd, il lui sera impossible de retrouver leurs traces. Il pourra dire adieu à son scoop. C'est pas vrai ça, merde. Merde, il accélère comme une brute le mec. Notre voiture c'est de l'oignon quand même. Il avance pas le truc. Il a été raté, il a pas de frein, il a pas d'accélérateur. Et l'autre il a un avion de chasse là. Oh non, qu'est-ce qu'il veut ce camion là au milieu? Il va mettre 1 heure à doubler. Après un quart d'heure de filature pied au plancher, le 4x4 ralentit à l'entrée de Casablanca. Puis il s'engage dans une petite rue déserte. Pas question de se faire repérer. Prudemment, Franck fait le tour du pâté de maison. Devant un immeuble de standing, le 4x4, tout feu éteint. Voilà, l'objet du délit. Il est minuit. Franck continue la planque pour être certain que Thierry Roussel ne ressortira pas. Le paparazzi met un point d'honneur à ne jamais se faire voir de sa cible. C'est absolument pas interdit. J'aurais pu y aller, tac, leur mettre 2 coups de flash dans la gueule et avoir mes photos nickel et bien posées, je rentrais chez moi. Non, mais c'est la notion de facilité. Donc pour moi, cette méthode de travail-là, c'est la méthode des feignants, des paresseux et des opportunistes. 2 heures du matin, personne ne sortira plus. Avant de partir, Franck veut avoir la certitude que Thierry Roussel habite bien cet immeuble. Tu connais les amis avec la voiture là-bas, tu les connais? Là, noir. Ah d'accord, ok. Ok, c'est bon, ça va. Allez voir. Merci. Franck est désormais sûr qu'il planque au bon endroit. Cette lumière, c'est l'appartement de Thierry Roussel. Franck reviendra demain. 8 heures du matin. Pendant qu'Atina Onassis s'apprête à se marier au Brésil, Franck est en position. Il a équipé son appareil d'un téléobjectif qui va lui permettre de prendre une photo de Thierry Roussel à près de 80 mètres. S'il marche sur le trottoir face à moi en train de regarder ses pieds ou en train de se tenir la tête comme ça, une photo qui puisse laisser penser qu'il est un petit peu la tête ailleurs, à Sao Paulo par exemple, ça serait très bien. À Sao Paulo, justement, 2 autres paparazzi qui travaillent pour Franck vont tenter de prendre des photos du mariage d'Atina. S'ils y parviennent et que Franck réussit son coup, l'équipe peut espérer une jolie vente. Entre 1500 et 2000 euros et peut-être 10 000 euros, tout pays confondu. C'est beaucoup d'argent, mais par rapport aux frais qui sont engagés, faut pas oublier de comptabiliser les frais sur la vente, quoi. Car pour cette opération, Franck a dépensé près de 5000 euros. Il a donc plutôt intérêt à réussir sa photo. Mais aujourd'hui, la réussite est au rendez-vous. Après 3 heures de planque, Thierry Roussel, sa seconde épouse et les demi-frères et sœurs d'Atina Onassis sortent de l'immeuble. On les a tous. On les a tous. La scène a duré moins d'1 minute, mais Franck tient enfin la preuve que Thierry Roussel n'était pas au mariage de sa fille. Une information qui devrait intéresser la presse People. Au Brésil, Atina s'est mariée. Une cérémonie sous haute surveillance, et pourtant un paparazzi a réussi à rapporter cette unique photo de mauvaise qualité, prix de l'exclusivité autour de 15 000 euros. Paris, dans la rédaction de l'hebdomadaire Closer. Lancé cet été à peine, le magazine tire déjà à 400 000 exemplaires par semaine, un succès fulgurant. Aujourd'hui, c'est le jour du bouclage. Closer a décidé de consacrer une page entière au mariage d'Atina Onassis. Sur le bureau de la rédactrice en chef, les photos de Thierry Roussel, prises à Casablanca. Elles sont bien ces photos. À Closer, on sait que la saga Onassis est un feuilleton qui passionne les lecteurs.
Bettina, c'est une jeune femme qu'on a connue enfant, qui a connu une tragédie dans sa vie qui est la mort de sa mère alors qu'elle était petite, qu'on a suivi, qu'on suit depuis des années. Et puis voilà, son père n'est pas là à son mariage, donc voilà, c'est un petit rebondissement qui nous intéresse. La photo de Roussel tombe à pic. Laurence appelle le vendeur de Franck pour en connaître le prix. Oui, c'est Laurence, à Bruno. Dis-moi, les photos de Thierry Roussel au Maroc, je peux les utiliser? Mais visiblement, la somme qu'on lui annonce est un peu trop élevée. Hein? Bon, je te rappelle. Salut. Jusqu'à quel prix vous êtes prêt à payer une photo? Ça, je vous le dirai pas et je pense que personne vous le dira, sauf si les agences veulent communiquer là-dessus, mais... Renseignement pris, l'agence de Franck demande 3 000 € pour la photo de Thierry Roussel sur un quart de page. Laurence fait marche arrière. Pour la photo, on va se débrouiller, on va prendre une photo d'archive. Une photo d'archive qui coûtera 300 €, 10 fois moins cher que la photo de Franck. En une fraction de seconde, son cliché exclusif disparaît de la maquette. Mettre une certaine somme d'argent sur une photo, si ça le mérite, il n'y a aucun souci. Pour en faire un quart de page, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Donc en plus, c'est une photo volée. Prendre un risque juridique pour une photo qu'on exploite sur un quart de page, c'est prendre finalement beaucoup de risques pour peu de choses. Des risques car ces images sont des photos volées, prises à l'insu de Thierry Roussel et de sa famille. Si ces clichés paraissent, ils peuvent porter plainte et obtenir des dommages et intérêts importants pour atteinte à leur vie privée. En publiant des images de personnalités sans leur accord, les journaux People s'exposent sans cesse aux poursuites judiciaires. Jean-Paul Lubot est l'homme qui a lancé Closer il y a 6 mois. Et il a déjà eu affaire à la justice à de nombreuses reprises. On a été poursuivis plus d'une dizaine de fois. Plus d'une dizaine de fois, d'accord. Oui. Mais bon, sur 25-26 numéros, voilà. Mais c'est trop. C'est trop. Une dizaine de procès et déjà 2 publications judiciaires imprimées en une du magazine. Des bandeaux placardés sur ordre du tribunal. Une mesure spectaculaire prévue par l'article 9 du Code civil. Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent prescrire toute mesure propre à faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée. Quelques lignes qui font de la loi française une des plus restrictives au monde en matière d'atteinte à la vie privée et qui oblige la presse People à flirter en permanence avec l'illégalité. Dans certains cas, on prend le risque parce qu'on sait qu'on a un risque très important. Dans d'autres cas, on se dit que ça ne vaut pas le coup parce que l'info n'est pas assez forte. Et puis, il y a des cas où tout simplement, on passe l'info parce qu'on y croit, on ne sait pas du tout ce qui va se passer derrière. Et c'est le cas le plus général. Quand est-ce que ça vaut le coup, en fait? Ça vaut le coup quand ça fait vendre. Et au hit parade des personnalités qui font vendre, la famille Grimaldi reste une valeur sûre. Ses bonheurs et ses drames alimentent les journaux People depuis plus de 30 ans. Aujourd'hui, c'est jour de sacre à Monaco. 6 mois après la mort du prince régnier, son fils Albert lui succède sur le trône. Des photographes accrédités sont conviés à la cérémonie. Ces images vont faire la une des journaux. Mais en dehors des clichés officiels, les Grimaldi ne tolèrent aucune photo. En 10 ans, ils ont intenté 800 procès à la presse People. La princesse Stéphanie, à elle seule, a attaqué près de 400 fois. Au total, les Grimaldi ont récolté plus de 5 millions d'euros de dommages et intérêts. Récemment, le journal Paris Match en a fait la coûteuse expérience en révélant, photo à l'appui, l'existence du fils caché du prince Albert. Là, on est dans la vérité, on est dans une information non seulement vérifiée, comme c'est notre rôle de le faire à chaque fois, mais authentifiée, puisque la personne qui parle, c'est pas n'importe qui, c'est la mère de l'enfant. Donc on sait qu'effectivement le palais risque de nous poursuivre en justice, parce que c'est une habitude chez eux, enfin, mais on pense gagner, oui, c'est évident. Et vous perdez? Et on perd, oui. Paris Match est condamné à publier le jugement à la une et doit verser au prince 50 000 € de dommages et intérêts, une somme record. Pour mettre tout casse,
l'un des défenseurs de la famille princière, cette condamnation est justifiée. L'avocat a une définition très personnelle de la presse people. Commerçants cyniques qui s'enrichissent considérablement sans se préoccuper à un quart de millième de seconde de l'effet produit sur leurs victimes. Tout ça est interdit, c'est quand même assez extraordinaire. C'est interdit par la loi, ils le savent tous. Ils transgressent tous en permanence un texte de loi. Protection de la vie privée d'un côté, droit à l'information de l'autre. En France, le débat fait rage, mais notre pays fait figure d'exception. En Allemagne, l'hebdomadaire Bunte révèle le scoop en même temps que Paris Match. Là encore, Albert porte plainte. Mais sa plainte est rejetée par la justice allemande au nom de la liberté d'informer. Liberté de l'information, c'est le credo de la plupart de nos voisins européens. Bienvenue à Londres, le royaume de la presse people. Ici, pas d'atteinte à la vie privée. On peut tout montrer, tout photographier, pourvu que ce soit exact. Et les journaux people ne s'en privent pas. Champions des ventes, les tabloïds, des quotidiens à scandale qui font leurs gros titres sur la vie des stars et qui tirent à des millions d'exemplaires. Ici, les paparazzis ne manquent pas de travail. C'est un gros marché ici. On ne travaille pas que pour un seul journal, il y a des tas de journaux publiés en Angleterre. Pour faire ce boulot, il faut de la chance, il faut être rapide et savoir où ça se passe. On fait des grosses journées. Attends une seconde. Arrêtez-vous une seconde, s'il vous plaît. La vedette de ce soir, c'est Peter Stringfellow, un richissime américain qui possède des clubs de striptease dans le monde entier. Merci les gars. Les paparazzis pullulent dans les quartiers chics à la recherche de la moindre starlette. Ici, une présentatrice de télé-réalité. Les photographes ne prennent même pas la peine de se cacher. À Londres, l'agence Matrix a bâti sa fortune en vendant des photos de stars à tous les journaux. 16 personnes, un chiffre d'affaires de presque 4 millions d'euros. Au mur de l'agence, des unes de tabloïds comme autant de trophées. Le cofondateur Max n'a pas 40 ans et c'est déjà un vétéran de la profession. La photo la plus chère que j'ai jamais vendue, c'était à peu près 200 000 euros. C'était quoi? C'était le major James Hewitt, ex-petit copain de la princesse Diana, en train de se faire arrêter parce qu'il était en possession de cocaïne. Une information qui a fait la une de tous les tabloïds en Angleterre et pas l'ombre d'un procès. Car ici, l'atteinte à la vie privée n'existe pas. Pas de loi, du coup pas de procès, pas de dommages et intérêts, ni de publication judiciaire. Seul garde-fou, une commission chargée de réguler les excès des tabloïds. Elle siège dans ses modestes bureaux et est composée pour moitié de dirigeants des grands journaux. En clair, ce sont les tabloïds eux-mêmes qui fixent les règles du jeu. Quand une plainte est retenue, et ça arrive assez rarement, peut-être 10 fois par an, le journal mis en cause est obligé de publier le jugement critique émis par la commission. Et bien sûr, c'est quelque chose que les journaux n'aiment pas faire parce que ça revient à admettre qu'ils ont eux-mêmes violé leurs propres règles. Seulement une dizaine de jugements critiques par an et aucune sanction financière. Voilà pourquoi l'Angleterre est le paradis des paparazzis. Retour à l'agence Matrix. Ce matin, les agendas sont vides, pas d'événements people en vue. Comme tous les paparazzis de l'agence, Toby part à la chasse aux stars, à l'aveuglette. Un autre photographe le précède à moto. Il va patrouiller devant Toby pour l'aider à repérer ses cibles. On a plusieurs méthodes pour faire des photos de stars. La première, c'est de choisir un quartier, par exemple Notting Hill. On sait que beaucoup de stars résident là. On y va, on traîne, on passe du temps, et on finit toujours par tomber sur des stars et par faire nos photos. Ou alors on va du côté de Sloane Street ou Bond Street, là où il y a tous les magasins design, les boutiques de luxe. Il y a pas mal de probabilités pour qu'en passant un petit peu de temps là-bas, on surprenne quelqu'un de connu. Matt, le photographe à moto, vient de repérer une célébrité du côté de Chelsea. J'arrive, je serai là dans une minute. Matt vient de croiser Craig David, un célèbre chanteur anglais, au volant d'un 4x4 noir. Ça y est, je suis derrière lui. Toby et Matt le prennent en filature.
Il vient de se garer au bout de la rue. Le chanteur s'est arrêté devant un café branché. Résigné, il va se laisser mitrailler par les deux paparazzi. Chasser toujours. On chasse la moindre image parce qu'on ne sait jamais ce qui va se vendre ou pas. On essaye d'en faire le plus possible. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de magazines. C'est un gros marché, très demandeur de photos de stars. Bon, lui, c'est quand même une pop star. Ça ne sera pas une grosse vente. Mais on ne sait jamais, ça peut intéresser quelqu'un. J'aurais préféré chasser quelque chose de plus gros, mais bon. Vous imaginez un peu à quoi ressemble mon boulot. Rouler toute la journée dans la même rue, encore et encore, en quête d'une photo. C'est parfois un peu fastidieux. Quand il n'a rien de mieux à se mettre sous la dent, Toby se rend parfois à Westminster, un quartier huppé que les paparazzi connaissent bien. Au sous-sol de cette banale agence immobilière, la salle de gymnastique de Madonna. Une salle qu'elle fréquente assidûment lorsqu'elle est à Londres. Et Toby sait que la star est toujours ponctuelle. Pas question d'attendre sous l'objectif des paparazzi. Son chauffeur surgit et s'arrête juste devant la porte. Madonna, vous n'en avez pas assez d'être harcelée tous les jours par les paparazzi? Madonna n'est visiblement pas dans un grand jour, ni pour les questions, ni pour les photos. Toby est un peu déçu. Parfois, elle s'habille de façon un peu plus intéressante, ou elle est plus sympa. Aujourd'hui, elle n'a pas vraiment l'air de bonne humeur. Elle a marché tout droit jusqu'à sa voiture, pas très excitant. Lorsqu'ils veulent rompre avec la monotonie de la chasse aux stars, les photographes londoniens se livrent à un autre exercice de style, la fausse paparazzade. Une traque bidon avec des people consentants, souvent des starlettes de la télé-réalité en mal de notoriété. C'est ce que va faire Trevor, un autre photographe de Matrix, et il n'a aucun scrupule à l'avouer. On va à la patinoire faire des photos d'une fille de l'émission Big Brother et d'un ex-membre du boys band 911. C'est une petite mise en scène faite pour donner l'illusion qu'ils sont ensemble, en train de faire du patin et de passer un bon moment. C'est une photo bidon, c'est ça? J'appellerais pas ça une photo bidon, c'est ce qu'on appelle une photo organisée. Tout est fait pour donner l'impression que c'est une photo de paparazzi et qu'ils ne nous ont pas vus, alors qu'en fait, c'est eux-mêmes qui nous ont demandé d'être là. Est-ce qu'ils sont vraiment ensemble? Non, pas du tout, non. Et ils vont faire comme s'ils l'étaient? Oui. Ok, vu comme ça, c'est une photo bidon. Samantha vient d'être éliminée au 3e tour de Big Brother, le love story local. Elle a rendez-vous avec un fiancé qu'elle ne connaît pas. C'est un des mecs de 911. Il chantait dans un groupe qui s'appelait 911. Mais c'est lequel? Oh, c'est Jimmy. Génial. Je voulais le rencontrer. Et voici Jimmy, chanteur d'un groupe oublié qui aimerait bien relancer sa carrière. Il embrasse Sam pour la première fois. Ça profite à tout le monde. Ça crée une actualité et ça nous fait de la pub pour tous nos projets à venir. Je suis sûr que Sam a pas mal de choses en cours et ça va contribuer à accroître sa notoriété. Allons-y. Un peu de publicité, mais aussi pas mal d'argent. Les fausses paparazzades représentent presque 20% du chiffre d'affaires de Matrix. Si les journaux People sont intéressés par cette fausse romance sur glace, Sam et Jimmy auront leur part du gâteau. Une série comme celle-ci peut se négocier autour de 4 000 €. C'est vraiment bien. La seule chose qui nous manque, c'est une photo de baiser. Je suis sûr que ça ne devrait pas trop vous déranger. Si ça ne dérange pas Sam? Sur la joue? Non, un vrai baiser. Ok. Vous n'avez qu'à vous embrasser quand vous revenez vers moi. Ça va être dur de s'embrasser en patinant. Oui, je sais, mais ça fera une bien meilleure photo. C'est de la direction d'acteur, ce que vous faites. Oui, c'est aussi beaucoup plus facile que de se cacher dans les buissons pour essayer de voler une photo, ce qui a été notre quotidien pendant tant d'années. Ça, c'est un peu différent. Et puis, c'est sympa de travailler avec les stars et non pas contre elles. J'aime bien l'idée de devenir ami avec elles. C'est vraiment marrant. Attention, les voilà. Sur la glace, la température monte, mais les gestes sont encore un peu empruntés.
Very good. Très bien. La meilleure façon de ne pas sombrer dans l'oubli, c'est donc finalement de s'inventer une histoire d'amour. Et tant pis pour la vérité. Je ne pense pas que ce soit mentir ou tromper le public. On utilise les médias pour créer un effet. Et gagner de l'argent. Et de gagner de l'argent, pourquoi pas. Paris. Un autre photographe, mais celui-ci est sur une vraie planque. Il s'appelle Pascal Rostin, sa spécialité, les hommes politiques. Après une longue enquête, c'est lui qui a révélé le visage de Mazarine, la fille de François Mitterrand. En 2002, c'est encore lui qui pénètre dans l'intimité des chefs d'État. Il est le seul à réussir à s'infiltrer au sommet du G8, dans l'hôtel le mieux protégé du monde, au Canada. Ce matin, Pascal va tenter de s'introduire dans un endroit interdit aux journalistes, l'hôpital militaire du Val-de-Grâce à Paris. Le président algérien Bouteflika est venu s'y faire opérer. Des rumeurs alarmistes circulent sur son état de santé. Pascal veut en avoir le cœur net. On va rentrer comme ça? Ouais, bah oui, direct. Bonjour. Bonjour. Merci. Préparez. Quel service, monsieur Rostin? J'ai rendez-vous au urologie. D'accord. Voilà. Un petit mensonge et beaucoup de culot. Le voilà dans l'enceinte de l'hôpital le mieux surveillé de Paris. Vous êtes déjà venu ici? Oui, souvent. On vient souvent. Pourquoi faire? Il y a souvent des personnalités. Pascal veut vérifier si le président Bouteflika occupe la chambre présidentielle, une suite réservée à l'année au chef de l'État français. Il est un des rares journalistes à en connaître l'emplacement exact. C'est où? Ça doit être là. Pascal se dirige tout droit vers la chambre. Bonjour. Cardiologie? Oui, bonjour. Cardiologie? Si. Ah. Devant une porte, 3 hommes en costume montent la garde, des gardes du corps. Ils observent attentivement l'intrus. C'est la preuve que Pascal était venu chercher. J'ai rendez-vous avec... Cherchez, vous, oui, vous avez rendez-vous? Oui, en consultation. Ah, pas ici. Ah. Là, vous êtes dans le service. D'accord. Bah t'as vu? Les 3 mecs qui se sont levés. Ça veut dire quoi? Bah, c'est là. Ça veut dire que c'est bien. Grâce à sa ruse, Pascal sait désormais exactement dans quelle chambre se trouve le président Bouteflika et quelle fenêtre il va devoir surveiller. C'est des méthodes d'investigation. Ces méthodes d'investigation, c'est évident que si ça fait la une, si demain ça fait la une, si demain on apprend le décès du président, il y aura, comme pour le président Chirac l'autre jour quand il s'est fait opérer, il y aura 50 journalistes qui seront devant le Val-de-Grâce. Et à ce moment-là, même les télévisions seraient aussi intéressées d'avoir cette image. Donc c'est une image d'actualité. Génial. Pascal connaît une planque qui donne juste en face des fenêtres du président malade. Il va pouvoir passer à l'action. Les mecs, ils sont autour d'un lit, en train de discuter. Je pense qu'on le voit, enfin on le voit pas, on le devine parce qu'on voit des officiels autour d'un lit. Donc il faut attendre la nuit, enfin attendre qu'il fasse plus sombre pour qu'on essaie de faire des photos. Donc c'est énervant de se dire qu'on pourrait peut-être le faire là maintenant et qu'il va falloir attendre. Quelle est la valeur d'une photo comme celle-là, la valeur journalistique? Si on l'a fait, ça dépend ce qu'on voit sur l'image. Si on le voit alité ou si on le voit debout, ça dépend si on le voit en forme ou pas. À ce moment-là, il faut interroger des médecins par rapport à l'image et par rapport à toutes les rumeurs le concernant. Ça rapporte combien? Ça rapporte... Si c'est vraiment un news magazine, j'entends par news magazine, Paris Match, l'Express, Le Point, Le Nouvel Observateur, c'est une image qu'on vend entre 5 et 8 000 euros. La nuit tombe et les lumières s'intensifient dans les chambres. Pascal va enfin pouvoir faire sa photo. Il n'y a personne dans le lit. Ah si. Ah non, il n'y a personne. En fait, il s'agit de la chambre des gardes du corps. Le président Bouteflika, lui, se trouve dans une chambre située de l'autre côté du couloir,
la sécurité a modifié son dispositif. La chambre donne de l'autre côté, donne pas de ce côté-là. On pensait qu'elle donnait là, parce que celle de Chirac donne de ce côté-là, et en fait, je crois que non. Pour Pascal, il n'y a plus rien à faire. La planque est terminée. Merde. Bouteflika, il est bien protégé finalement, et sa chambre donne de l'autre côté, avec les volets tirés, donc on pourra rien faire, donc on va essayer de faire autre chose. Hein. Mais là, fin de l'histoire. Terminé. On s'en va. L'état de santé des présidents, la vie privée des personnalités publiques. Depuis quelques années, la pipolisation du politique envahit les médias. Mettre en scène sa vie privée, poser complaisamment en famille, est devenu une quasi-obligation quand on veut faire parler de soi. Et même les quotidiens réputés sérieux commencent à y prendre goût. Une tendance qui, selon les politologues, va se renforcer durant les prochains mois. On est dominé par l'élection présidentielle. Une élection présidentielle, c'est une élection où on élit bien sûr quelqu'un qui a un programme, des idées pour nous, pour demain, mais on élit quelqu'un que nous allons placer aux manettes. Il faut donc qu'on s'intéresse à l'homme ou à la femme pour qui on va voter. Et de plus en plus, il y a cette loi, puisqu'il suscite nos suffrages, il vient faire le beau pour nous faire plaisir, il faut qu'il nous montre qui il est, il faut qu'il nous donne envie, d'avoir envie de l'avoir aux manettes. Donc voilà, il y a quelque chose de logique, un peu effrayant, mais logique dans cette pipolisation de l'homme politique. Une logique qui n'a pas échappé à Ségolène Royal. La championne des derniers sondages est une habituée de la presse people. L'une des premières, elle a compris l'intérêt de livrer aux journaux une partie de sa vie privée. Tout le monde ne lit pas Le Monde ou Libération. Moi, j'accepte de donner. Je ne méprise pas la presse populaire. Donc j'accepte de lui répondre, de lui donner un certain nombre de choses, dès lors que c'est fait dans la dignité. Mais en contrepartie, je demande le respect de la vérité des faits et de la protection de mes enfants. Car si Ségolène Royal apprécie les séances photos organisées, elle devient intraitable contre les clichés des paparazzi. Ça m'est arrivé de poursuivre un journal qui avait publié les photos de mes filles en maillot de bain. Donc ça, je ne suis pas d'accord. Et puis, des photos des articles qui font des insinuations ou des mensonges sur ma vie privée. Là aussi, j'ai fait une procédure. Mais je pense que quand on a affaire à des journalistes sérieux, même dans la presse de distraction, moi, je pense qu'elle a droit aussi à poser des questions, dès lors que ça reste dans les limites de l'information. Ce matin, Pascal Rostin est sur les traces d'un autre ténor du Parti socialiste, Lionel Jospin. Sera-t-il candidat à l'élection présidentielle? La rumeur commence à circuler dans les rédactions, mais l'ancien Premier ministre fait durer le suspense. Il n'accorde aucun rendez-vous, aucune photo. Alors ce matin, Pascal a décidé de l'attendre devant chez lui. Il était clair pour tout le monde qu'il n'allait pas revenir parce qu'il l'avait dit. Moi, personnellement, je n'en sais rien. Lui, personnellement, je ne sais pas s'il le sait. Mais ce qui est important, c'est que les rédacteurs en chef politiques des news magazines en sont persuadés. Donc à partir du moment où ils en sont persuadés, ils vont commencer à faire des éditoriaux, à faire des sujets. On va approcher des élections, donc il va y avoir des sujets, le combat Sarko-Jospin, donc il faudra des photos récentes. Des photos récentes et finalement, peu importe la banalité du décor, ce qu'attendent les journaux, ce sont simplement des clichés de Lionel Jospin dans sa vie de tous les jours. Ce genre de photos sont évidemment, on ne triche pas. Donc évidemment qu'elles sont plus naturelles et qu'elles sont moins mises en scène. C'est la vraie vie de ces gens. Donc c'est évidemment des photos plus intéressantes qui intéressent plus les journaux et plus les lecteurs et les lectrices de ces journaux. 2 heures ont passé et Lionel Jospin n'est toujours pas sorti. Pascal appelle les voisins de l'ancien Premier ministre sur l'île de Ré. Oui, bonjour, c'est les journalistes de... Je voulais savoir, vous savez si M. Jospin est là ce week-end? Non, il n'est pas là? Ah, c'est fermé? Oui. D'accord. Eh ben, je vous remercie, bon week-end. Au revoir. Déjà, il n'est pas à l'île de Ré. Finalement, après une longue attente, Lionel Jospin sort enfin. Le voilà.
il fait toujours la même chose. Il va chercher les journaux, il va tout le temps à la pharmacie, tout le temps fruits et légumes. Et après, il rentre chez lui. Attends, je vais faire une photo. La pharmacie. Marchand de légumes. Fruits et légumes. Bonjour. Parce qu'on a plein de demandes de magazines. Tout le monde veut des photos de vous différentes. Dans la vie de tous les jours, en train d'acheter une baguette chez le marchand de journaux, c'est... Ça vous dérange vraiment? Oui, ça me dérange parce que je suis pas là-dedans. Je suis désolé. Vous savez comment sont les médias, ils sont en train de dire que vous allez revenir, on espère d'ailleurs. Non, non, pas du tout, c'est ce que je pense. Maintenant, on espère que demain, il soit candidat et à ce moment-là, les photos intéresseront évidemment les news magazines. Dans un an, c'est l'élection présidentielle. D'ici là, les candidats potentiels risquent de céder aux sirènes de la pipolisation. Exigence d'une opinion qui en demande toujours plus sur la vie privée des personnalités publiques. En politique comme dans le showbiz, aujourd'hui, si l'on veut exister, il faut être un people.